Si vous deviez vous rendre en Chine, au Japon, en Corée, est-ce que vous prendriez plutôt l'avion, le train, le bus? Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller 3 fois jusqu'au bout de l'Asie et sur ces 3 voyages, j'y suis allé 2 fois à vélo. La première fois, c'était il y a déjà une dizaine d'années et à ce moment-là, j'avais pris la route du sud. C'est-à-dire que pour contourner cet immense pilier qui se trouve au centre du continent, l'Himalaya, j'étais passé par l'Iran, l'Inde, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, de Paris jusqu'à Hong Kong. Et en 2023, alors que le monde s'éveillait tout juste d'une pandémie mondiale, moi, c'est le virus du voyage qui m'a repris. Et cette fois-ci, j'ai pris la route du Nord. C'est-à-dire que je suis passé par le Caucase, les steppes d'Asie centrale, la Mongolie, pour aller jusqu'en Corée avec 2 de mes amis. Pourquoi voulions-nous aller en Corée à vélo? Pour la frime, le panache, la performance, parce que c'est plus beau quand c'est inutile. Un peu de tout ça, mais pas seulement. Avec mes 2 équipiers, Antonin et Pierre, nous avions un rendez-vous. Nous allions au Jamboree, un rassemblement de 50 000 jeunes du monde entier, 50 000 jeunes que nous voulions inciter à sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus est une expression très galvaudée. Elle est utilisée par tout le monde et notamment par tous les influenceurs voyage qui font la promotion des lieux les plus instagrammables. Pourtant, elle a encore tout son sens quand on sait que selon l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes se concentrent sur 5% des terres émergées. Voyager ainsi n'est pas sans des conséquences désastreuses pour l'environnement. Et ne serait-ce que pour réduire notre impact carbone, pour préserver un peu la biodiversité, il faudrait certainement changer notre manière de voyager. Mais je voudrais vous soumettre un autre point de vue. Quand on déplace autant de personnes d'un bout à l'autre du monde, on engendre une transformation irrémédiable des destinations. Avec le tourisme de masse, certaines ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Elles se retrouvent transformées, calibrées pour correspondre aux goûts préconçus des visiteurs, façonnées par la publicité et les algorithmes. Face à cette situation, ne pourrait-on pas réhabiliter le voyage comme alternative au tourisme? Je ne parle même pas d'aventure, je ne parle même pas d'exploration. Je parle simplement de voyage, auquel tout un chacun peut souscrire. Mais d'abord, qu'est-ce qui distingue un touriste d'un voyageur? Patrice Franceschi, président d'honneur de la Société des explorateurs français, explicitait ainsi le propos. Le touriste est avant tout un individu économique. Il cherche un séjour formaté pour le plus grand nombre, qui lui permettra d'assouvir son besoin d'exotisme avec le moins d'efforts possible. En cela, il est un esprit en cage. Alors qu'un voyageur refuse cette marchandisation. Il tâche de gagner son autonomie et de confronter ses idées reçues à la réalité. En cela, il est un esprit sans barreaux. En un mot commençant, le touriste se protège, le voyageur s'expose. Pour moi, essayer de rompre avec le tourisme et de devenir un peu voyageur, la manière que j'ai choisie a été de prendre le vélo. Alors, ça aurait pu être voyager en stop, ça aurait pu être voyager en transport en commun, voyager en moto. L'essentiel était de prendre le temps, de voyager par la terre et d'éviter au maximum l'avion. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, l'avion tient plus de la téléportation qu'autre chose. Songez qu'au XIIIe siècle, Marco Polo, l'un des plus grands voyageurs de l'histoire, met probablement plus de 2 ans pour rejoindre la région de Samarcande, cette étape essentielle des routes de la soie, et 4 ans pour arriver jusqu'en Chine. Si on fait un bond de 2 siècles en avant, on n'a pas fait beaucoup de progrès, puisque le premier tour du monde, celui de Magellan, s'étale sur une durée de 3 ans. Mesurez le gouffre qui nous sépare de ces générations de voyageurs. En comparaison, un vol pour se rendre aux antipodes, avec 2 escales pour traverser 3 continents, cela tient plus de la téléportation de Monsieur Spock ou du vol de Superman. Alors que prendre le temps, voyager éventuellement à sa seule force musculaire, pour aller à l'autre bout du monde par des chemins improbables, cela change tout. Premièrement, la totale autonomie rime souvent avec une totale dépendance. Car sur la route, il faut tout le temps s'approvisionner, demander son chemin, réparer. Et donc, on a de multiples occasions de se frotter à la population. Nécessité fait loi, il faut parler la langue. Car, sachez-le, en dehors des zones touristiques, on ne parle pas vraiment français et pas beaucoup plus anglais. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Je dirais même que c'est souvent une déception quand on voyage en immersion et qu'on arrive dans une zone touristique. Je me rappelle, ça faisait des semaines que je voyageais en Turquie et je commençais à connaître
quelques rudiments de la langue. Et j'arrive en Cappadoce, cette région magnifique au relief si particulier. Et là, tout le monde se met à parler anglais. Et je vois encore les aubergistes, les camelots qui m'interpellaient « Hello my friend !» Et je leur répondais le plus naturellement du monde « Günaydin, Benim Adim Florian. Nassilsin, bonjour, je m'appelle Florian, comment allez-vous ?» Ils étaient estomaqués et surtout, ils étaient surpris que j'ai fait l'effort, que j'ai trouvé de l'intérêt à apprendre leur langue. Et pourtant, évidemment que je voulais apprendre un peu de turc. C'est une langue essentielle pour se débrouiller le long des routes de la soie. Avec quelques mots, on peut se dépatouiller des Balkans jusqu'au Xinjiang, d'Istanbul à Kashgar. De même, lorsqu'on prend le temps d'aller d'un point A à un point B, au lieu de sauter d'un point A à un point B, on passe par des lieux où on n'est pas forcément attendu. Et on peut prendre plus facilement le pouls du pays. Un des grands loisirs sur la route est d'observer les affichages, et notamment les graffitis. Les graffitis qu'on trouve sur les parapets des murs, sur les murs des villes. Généralement, toutes les passions politiques du pays y passent, et restent bien souvent inconnues des touristes. Voyager par la terre, c'est aussi une occasion d'observer, de vivre les ruptures et les continuités. Alors, il y a les ruptures dans le paysage, dans le relief, et à vélo, les ruptures dans le relief, on s'en rappelle souvent plutôt par la mémoire des cuisses que la mémoire du cerveau. Mais il y a aussi des contrastes plus profonds, des frontières de civilisation. En voyageant, par exemple, dans le nord de l'Inde, en vivant le bouillonnement indien, son exubérance, ses sensations exacerbées, difficile à ce moment-là de trouver un moment de repos, un moment de calme, d'être un peu isolé. En allant plus loin vers l'est, en passant les collines Naga, quel changement en arrivant en Birmanie, en trouvant une route beaucoup plus calme, une ambiance beaucoup plus apaisée. Je pourrais vous donner encore des tas de raisons de vous téléporter un peu moins et de voyager un peu plus. Et j'espère que je commence à vous convaincre. Aujourd'hui, j'essaie de transmettre cet état d'esprit, j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour que, collectivement, nous retrouvions le goût de l'exploration. Comme je vous l'ai dit, mon dernier voyage en Corée avait pour but d'inspirer d'autres équipages et de leur mettre le pied à l'étrier. C'est ce que j'ai commencé à faire, et notamment, il y a quelques mois, un groupe d'une dizaine de jeunes adultes âgés de 19-20 ans est venu me trouver pour que je les conseille sur un voyage jusqu'en Norvège à vélo. Alors, ils allaient passer par la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, bref, les pays où on compte les meilleures pistes cyclables au monde. Quand je les ai vus, quand je leur ai parlé, je me suis dit, très bon choix pour commencer le cyclo-voyage. En tout cas, c'est plus facile que d'essuyer quelques tempêtes de sable au milieu de la Mongolie. Mais je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément conscience de cette facilité. Notamment quand leur première question était « Mais Florian, si jamais on casse un vélo dans le groupe en Belgique ou aux Pays-Bas, comment on va faire pour réparer? Est-ce qu'on ne devrait pas prendre une voiture au cas où? En plus, ce sera plus facile pour les bagages. » Forcément, il y avait un petit décalage. Mais je me dis que vous vous posez peut-être des questions similaires et que ce décalage n'est pas forcément d'eux, il venait certainement de moi. Et par ailleurs, une fois que je les avais conseillés, que je les ai rassurés, ils ont vécu un très bon voyage de plusieurs semaines pour se rendre dans le Grand Nord. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était important, non seulement pour moi de vivre de grandes expéditions, car comment rêverait-on de la Patagonie, de l'Altaï ou du Pamir si on n'en a jamais entendu parler? Mais si je veux mettre des gens sur la route, il est important aussi que je me rappelle des conseils que j'aurais bien aimé avoir lorsque j'ai débuté. Alors nous sommes tous un peu touristes, un peu voyageurs suivant les occasions. Mais je voudrais vous donner quelques trucs pour que vous compreniez à quel point vous avez au fond de vous la ressource pour voyager autrement et pas simplement vous déplacer. Prenez conscience d'abord à quel point il est devenu facile de trouver des alternatives. La modernité est votre meilleur allié. La modernité, c'est certes le voyage en avion, c'est certes le voyage de Monsieur Spock, mais ce sont aussi de formidables outils de communication. Ne serait-ce que pour réserver un hébergement, un moyen de transport. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus accessible, alors qu'il fallait encore souvent passer par une agence de voyage il y a quelques temps. Votre téléphone, il n'a pas forcément à être seulement ce fil à la patte qui vous relie à vos habitudes sédentaires. Il peut être un outil pour aller vers l'autre. Utilisez-le autrement. Apprenez quelques mots de la langue du pays dans lequel vous vous rendez. Vous verrez, ça changera radicalement votre rapport aux habitants.
Intéressez-vous à l'actualité, intéressez-vous à ce dont on parle dans le pays. N'ayez pas peur de vous perdre, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Vous avez tous un GPS dans votre poche. Alors qu'on devait encore se trimballer des tonnes de cartes papier, si vous choisissez la bonne application, vous avez toutes les données pour vous géolocaliser. Lorsque vous voyagez, évitez les checklists. Évitez de vouloir absolument cocher toutes les cases de cette liste que vous avez trouvée sur un blog, le top 10 des immanquables du Maroc. Généralement, quand on voyage comme ça, on ne fait que courir, on ne voit pas grand-chose et on ne rencontre personne. Enfin, commencez petit et n'ayez pas peur d'aller progressivement vers l'inconnu. Si vous voulez prendre le vélo, explorez les alentours, votre voisinage, explorez les bords de la Loire, la vallée de l'Alsace, le canal du Midi, la côte atlantique. Et qui sait, peut-être que vous finirez dans quelques années par la mythique route 66, celle qui traverse le Far West, ou vous arpenterez la piste de Karakorum qui serpente à travers l'Himalaya. Pensez-y la prochaine fois que vous planifierez votre voyage. Réduire votre impact rendra vos voyages plus intéressants. Vous avez des souvenirs à construire, vous avez des aventures à vivre. La téléportation, c'est chiant. Redevenez voyageur.